Bonjour Madame Fotopoulos. Quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager pour préserver le Rialto? C'est mon histoire aussi. C'est personnel, en quelque sorte. C'était un de ces dossiers qui faisait partie du temps que j'étais bien sûr un élu, mais également avant, bien avant. Mes premiers films, j'ai vu au Rialto. J'ai connu le Rialto pour toutes sortes de rencontres communautaires parce que je suis née puis élevée sur le plateau dans le Myland, 46-32, j'amance. Et je suis allée à l'école Bancroft. Et donc, on avait raison d'être au Rialto, comme dans d'autres lieux aussi. Donc, je le connaissais personnellement. J'ignorais toute l'histoire de Rialto. C'était uniquement quand j'étais attachée politique avec Jean Doré dans les années 80, où j'étais amenée à faire des interventions autant que quelqu'un de backroom. Et j'ai aussi suivi le processus qui a mené au classement puis la reconnaissance de Rialto. Ça, c'était fait bien avant que j'étais élue en 94, mais qui a quand même, ça a mis la table. C'était des mesures qu'on a pensé, ben ça va protéger, parce qu'au début des années 80, il y avait question de faire une centre d'achat, tout démolir à l'intérieur, et il y a eu des interventions qui, sur papier, étaient pour protéger et vraiment protéger l'extérieur comme l'intérieur. Parce que le provincial, quand c'est classé, ça touche tout. Et la reconnaissance du fédéral, ça ouvre la porte s'il y a un projet pour le financement. Donc, j'étais très consciente de ça. En 1994, mes élections, ma convention a été faite au Rialto. Donc, il y avait une foule là-dedans, des gens qui venaient du plateau, bien sûr, mais d'ailleurs aussi. Et pour moi, j'ai parlé des fantômes, tu sais, des fantômes qui souriaient, disant que, l'histoire fait tourne autour de certaines réalités. Puis voilà, j'ai été déjà en contact avec beaucoup de gens du plateau, du Myland. Je les avais rencontrés comme attachés politiques et il y a beaucoup qui m'ont aidé à me faire élire parce que c'était une toute mince victoire, mais une victoire, c'est une vote. Donc, parmi ces gens-là, il y avait M. Kevin Cohalan. J'ai pris connaissance chez Claudine Girardin, un des deux porte-paroles, donc elle et Kevin, pour le comité du citoyen du Myland. Et avec Kevin, on a eu le plaisir de travailler plusieurs dossiers. Les dossiers qu'on appelle le patrimoine gris, le bâti. Mais également, avec du temps, on a réalisé, je pense tout le monde, que le patrimoine, c'est beaucoup plus que les bâtiments et les pierres. C'est également la trame urbaine, bien sûr, avec le verre, avec le tangible et le intangible, mais c'est surtout les gens. Et c'est ça qui fait la beauté de tous ces dossiers, c'est la capacité ou le besoin de rassembler, motiver, inspirer et faciliter les démarches. On a eu des grandes réussites à cause de ces interventions et cette complicité avec les gens du Myland dans des choses comme la bibliothèque qui est rendue Mordecai Richler aujourd'hui, la bibliothèque Myland. Avant ça, c'était l'église anglicaine d'Ascension. Et c'est là où j'ai croisé M. Archive Kevin Cohalan parce qu'il était de tous ces dossiers. C'était aussi quelqu'un qui avait une sens assez développé pour tout ce qui était le patrimoine religieux. Et donc, Kevin est devenu mon partenaire, accompagnateur, tout ce que vous voulez, lors de tous les rendez-vous, que ce soit chez les Carmélites, un autre dossier, un autre projet que nous avons réussi sur le plateau.
mais avec les anges de Saint-Enfant Jésus, avec l'église Saint-Michael, des petites visites avec la population pour expliquer c'est quoi cette église qui a l'air de Hagia Sophia Istanbul, mais qui en effet est une église qui a commencé comme une église catholique avec des Irlandais, et donc les petits trèfles qui sont incrustés dans le plafond, qui a passé par la communauté italienne, qui est devenue polonais avec le pape Jean-Paul II, qui est même venu quand il était cardinal. Donc, j'ai fait ce listing parce que c'est des gens qui sont venus, c'est des gens qui ont provoqué et qui ont décidé de sauvegarder. Et c'est ces gestes de ces individus, collectivement ou individuellement, qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons ces témoins de l'histoire de la ville de Montréal, du Québec, mais surtout des voisinages. C'était des démarches, parfois des luttes, parfois des rassemblements qui ont fait en sorte que aujourd'hui, nous pouvons célébrer les actions des initiatives citoyennes, mais qui ont devenu des réalisations de tous les administrations ou les gouvernements qui ont donné suite à ces projets. Et donc, pour revenir au Rialto, c'était dans les années 90 où, on a réalisé qu'on avait un problème, que le projet que le propriétaire de Rialto avait décidé de faire n'était pas quelque chose qu'on voulait. Premièrement, c'était une espèce de discothèque. À l'époque, avec c'était des discothèques, des boules là, qui donnent des lumières, comment on appelle ça, j'oublie, les disco balls, et tout ça. Puis ça donnait lieu à une mobilisation devant une commission du conseil. Et une commission du conseil que je dois dire assez bidon, mais quand même qui a siégé pendant plusieurs séances à Montréal, ça veut dire à l'Hôtel de Ville de Montréal, et pour lequel, oui, on a mobilisé des gens pour venir témoigner. Mais probablement le plus important qu'on a fait, vous savez, nous avons dans le Mile-End une communauté hassidim assez importante. Puis, surtout qui habite Jean-Mance, de l'autre côté de la ruelle, entre Avenue du Parc et Jean-Mance. Et moi, j'ai fait un porte-à-porte et j'avais des contacts dans la communauté, surtout avec les femmes, parce qu'avec les femmes, j'ai travaillé d'autres choses, puis c'était facile d'accès. Et donc, en parlant avec les mères de famille, il faut se rappeler que les maisons derrière le Rialto, ce n'étaient pas les plus... disons que les familles qui habitaient là étaient parmi les plus en demande, parfois avec quelque chose comme 9 enfants, avec 2 qui souffraient de maladies d'enfance, avec des lits, des bunk beds. Et donc, une fois que j'ai commencé à parler de ça, ils m'ont parlé, les femmes m'ont parlé de comment c'était déjà dérangeant. Quand il y avait des shows dans le Rialto, bien, ça vibrait, la maison vibrait. Puis là, il ouvrait les portes pour avoir de l'air pour les employés qui sortaient. Il dit, c'est l'enfer, mes enfants ne dorment pas. Ah, mais quand j'ai appris ça, c'était le moment de mobiliser, d'organiser. On avait... Et aussi, ça provoquait une certaine... comment pourrais-je dire? C'était pendant que M. Bourque était maire, les hommes de la communauté étaient plutôt d'accord avec les changements de zonage. Mais des femmes, quand elles ont décidé d'intervenir pour sauver le sommeil de leurs enfants, puis la santé également, c'est ça qui a fait la différence. Quelques autobus pleins de femmes hassidim qui sont devenues témoigner contre ce projet pour des raisons bien simples. Les hommes qui étaient des intervenants de la communauté m'ont dit « Hélène, c'était pas mal
pas mal shrewd, pas mal perspicace de ta part de mobiliser nos femmes parce que quand elle intervient, nous ne pouvons plus dire non. Donc, tout ce qui était la démarche était fort intéressant, mais M. Bourque et le comité exécutif ont décidé de quand même permettre la dérogation et faire le changement de zonage. Mais cette petite anecdote avec les femmes assidimes, pour moi, c'était révélateur de l'appui et la solidarité des gens. Et si tu trouves des moyens pour les rejoindre, les convaincre, c'est ça l'armée qui va produire des résultats. Parce que tous les papiers du monde n'ont pas le même genre de pouvoir. Bon, entre-temps, on a fait des démarches aussi auprès de nos députés. Donc, il y avait Louise Baudouin, il y avait Pierre-Étienne Laporte, Martin Cochon. Tout le monde était pour le sauvegarde. Mais les moyens étaient difficiles à faire respecter. Ça veut dire les règles étaient difficiles à faire respecter par le propriétaire qui a fait toutes sortes d'interventions. Il a eu toutes sortes de contraventions. J'imagine il a payé et tout ça. Il y a eu d'autres travaux également. Mais à un moment donné, je pense que les inspecteurs arrivaient à tous les semaines et étaient presque sur place. Mais c'était quand même difficile à gérer sans avoir quelqu'un à temps plein. Il y a eu d'autres projets qui ont été faits. Il y avait Dominique Champagne qui était impliqué. Il y avait plusieurs personnes qui ont décidé qu'ils embarquent, ils seront des porte-parole. Et donc, en 1999, je pense que les choses se sont aggravées. On a décidé d'organiser une manifestation. Mais le tout est arrivé, je me suis cassé une rotule et je me suis retrouvée dans une chaise roulante, mais toujours là. Et on avait Phyllis Lambert qui marchait avec nous et tout ça. Mais c'est Kevin, le gardien des archives, mais aussi un des organisateurs les plus impliqués, qui m'a aidé à faire cette mobilisation. Et on a eu un bon défilé. Ça aussi, ça a éveillé l'imaginaire des gens qui se souvenaient qu'est-ce que c'était quand ils étaient jeunes. Parce que beaucoup de Montréalais et de Québécois ont commencé leur vie au Canada, à Montréal, surtout dans le coin du Myland. C'est un ancien quartier, surtout des immigrants. Et les gens avaient des idées, puis il y avait des émotions envers ce bâtiment qui, en quelque sorte, était le répositoire de leur jeunesse, des cours de danse, des spectacles, des réunions, et bien sûr le cinéma. Bon, je me rappelle de ça. On a reçu des appuis des gens, on ne savait pas que ça existait autant et on a appris beaucoup sur l'histoire à cause de ces témoignages. Bon, avec le temps, on a gagné. On a gagné aussi parce que on avait des moyens, mais également, il y a un propriétaire finalement qui s'est pointé, qui a fait ce qu'on a voulu. Et c'était une espèce de partenariat avec la communauté, où il y aura de la place pour tout et où ce sera à la hauteur des besoins, mais des moyens également du milieu de vie. Et depuis, je pense que j'étais invitée plus souvent qu'auparavant pour des activités qui sont vraiment, qui touchent le milieu du Myland, je dirais principalement, mais qui rayonnent à travers Montréal. Il y a les gens, mais votre implication, c'est en quelque sorte, c'est la force. Tu gagnes la force avec ça, parce que là, tu sais que tu n'es pas toute seule. Parce que gueuler pour gueuler, quand tu es toute seule, puis tu sais qu'il y aura des critiques de l'autre côté, tu ne gagnes pas avec ça. Il faut, avant ça,
t'assurer qu'il y a une mobilisation et que tu as du monde avec toi qui vont aussi défendre. Oui, j'ai été élue par cette population. J'ai un devoir de les représenter et utiliser tous les moyens possibles. Puis, j'ai appris assez vite que le média, et à l'époque, c'était avant qu'on avait Facebook et Twitter, puis tout ça. On a commencé à peine avec l'Internet, que c'est comme ça qu'on mobilise et comme ça qu'on sort le monde. Il faut quasiment promettre une show, mais les gens viennent. Et j'avais pas un vrai bureau pendant que j'étais dans l'opposition jusqu'à la toute fin, mais je faisais ma mobilisation au YMCA pendant que je faisais mes exercices et tout ça. Donc, c'est chez Romolo, dans les différents cafés de Saint-Viateur. Tu sais, tu jasais avec du monde et tu les amenais à sortir. Donc, après ça, tu as la crédibilité quand tu parles devant les micros de médias. Tu développes aussi des relations avec certains journalistes qui s'intéressent dans ces affaires-là, ce qui amène même le Journal de Montréal venir te demander un petit clip. Et Jean, il y avait André Beauvais à l'époque, ça fait partie du patrimoine politique, qui était le journaliste qui a couvert la scène municipale pour le Journal de Montréal. Puis il m'a toujours dit, écoute Hélène, moi j'ai besoin d'un petit quote, OK? Pas tous les dossiers. Ça, tu gardes pour le devoir. Mais pour le Journal de Montréal, donne-moi un petit clip. Tu sais, comme tu ferais à CGMS à l'époque, quelque chose. Donc, j'ai appris assez vite qu'il faut penser comme ça pour certains médias et autrement pour le devoir, disons. Mais il faut aussi trouver des petits crochets. Avec les gazettes, par exemple, toute l'histoire des communautés immigrantes anglophones qui ont passé par le plateau, qui ont connu le Rialto, pour susciter un intérêt, pour qu'ils commencent à parler et d'écrire, parce que le Rialto ne figurait plus au centre des préoccupations des anglophones, autres que quand tu rappelles, tes parents, tes grands-parents, etc. Donc, ça a devenu un mouvement. Il y avait aussi une autre chose qui s'est passée que je trouvais un petit peu injuste, parce qu'il y avait le Empress dans NDG, qui est toujours problématique, puis tu avais le Rialto. Et pour des raisons de représentation, M. Bourque, à l'époque, avait des élus de NDG, puis eux autres, ils étaient capables de le convaincre d'acheter. Pour un demi-million, il a acheté le bâtiment, puis on voit ce qui s'est passé. Bien, nous, on disait, bien, le plateau, le Myland, a besoin de ça aussi. Vous ne pouvez pas uniquement intervenir d'un côté, puis complètement massacrer de l'autre. Ce qui, pour un élu dans l'opposition, donne des munitions. C'est comme ça, en quelque sorte, qu'on a passé à travers la période quand j'étais dans l'opposition, mais une fois au pouvoir, bien, là, tu poses des gestes, tu fais la base, les fondations pour la suite des choses. Et dans tout ça, c'était l'implication des citoyens qui était la recette le plus efficace qui a donné lieu finalement à cette sauvegarde et au rayonnement. La mise en valeur de ce magnifique bâtiment, mais également d'autres projets et d'autres bâtiments et juste le look du plateau. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. On a parlé beaucoup de périodes où j'étais dans l'opposition et ça m'a donné des outils pour quand j'étais au pouvoir, si vous voulez. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas connu, pas plus que ça, pendant que j'étais dans l'opposition. C'était le Carmel. J'ai rencontré, bien sûr, des sœurs. Et avec mon ami Kevin Cohalan, on est allé les visiter derrière des barreaux. Ils sont des cloîtrés. Je pensais que j'étais dans Sound of Music. C'était pareil. Et donc, j'étais assis avec Kevin sur des chaises. Puis là, tu as des bars et des sœurs sont derrière selon leurs chartes. Ils ont droit à un maximum, je pense, si je ne me trompe pas, 21 sœurs. Et
à chaque élection, elle m'invitait et j'allais avec Kevin. Elle me posait des questions sur... Vraiment, elle suivait tout ce qui se passait, les questions sociales, les questions sur la pauvreté, mes engagements, etc. Puis, j'ai eu des petites visites, mais pas plus que ça. J'ai vu ce parti-là, j'ai connu la chapelle. Mais ce qui est arrivé dans les années 2000, pendant que j'étais mairesse, c'est ça qui m'a beaucoup bouleversée, c'est que les sœurs ont décidé qu'elles voulaient déménager. Épiphanie, ou j'oublie, Saint-Esprit, en tout cas, à l'extérieur de Montréal. Et je ne sais pas si c'était parce qu'un promoteur les a rencontrés ou si c'est... Comment ce volet-là s'est passé, mais l'arrondissement était devant un projet de développement des condos. Et j'ai dit, oh, wow! Parce que les sœurs disaient, bien, ça coûte trop cher, il y a ci, il y a ça. Puis c'est là où on a commencé une autre mobilisation. Une mobilisation avec Héritage Montréal, avec les autres acteurs, avec bien sûr mon Kevin Cohalan qui essayait de manœuvrer tout le volet ecclésiastique. J'ai parlé avec mon seigneur Turcotte qui m'a dit, bien, tu sais, Hélène des Sœurs, il ne relève pas de moi, des carmélites, c'est-à-dire Rome. Je dis, bien, voyons donc, je n'étais pas pour appeler le pape, mais c'était quasiment ça, parce que comment on peut manœuvrer dans tout ça? Mais Lynn Beauchamp, que j'ai connue pendant qu'elle était dans l'opposition, avec qui j'ai eu des très bonnes relations pendant qu'elle était ministre et tout ça, je l'ai appelée, puis j'ai écrit formellement, bien sûr, mais avec ça, je dis, voyons donc, on a combien de monastères ou comme le Carmel, c'est unique. Il faut faire quelque chose, il faut poser un geste parce que moi, je ne suis pas capable avec ce que j'ai en arrondissement. Et la Ville de Montréal qui trouve que je suis un petit peu, de toute façon, gaga sur le patrimoine, il ne connaît pas ça. Il faut vraiment... Et elle a fait. C'est le classement qui est venu par Québec qui nous a permis de sauvegarder, mais c'est également les discussions avec les sœurs. Il y a eu changement aussi de maire supérieur, mais elles ont décidé de rester. Et avec le fait que ça a été classé, elles ont eu droit à des subventions pour refaire les murs, l'intérieur. Et là, j'ai eu des vraies visites. Mais ça, c'était dans mon deuxième mandat, je suis allée avec... un de mes collègues visiter tout ça. C'est pas donné à tout le monde, donc c'est un privilège que j'ai eu. Mais c'était vraiment une autre expérience. Je pensais que tout à coup, j'ai été transplantée quelque part en fin fond de je ne sais pas quelle province en France ou quelque part, parce que, oui, j'ai visité les jardins, mais ça, on voyait d'en haut. Puis les sœurs... m'ont parlé des rangements qu'ils avaient, des bâtiments où il y avait des artistes par en arrière, dans le secteur maintenant où il y a beaucoup d'artistes aussi, mais c'était le bruit, c'était certains problèmes de covoisinage, mais je dirais que le tout s'est soldé par une ouverture pour la population avec le chapelle, le fait que nous avons un Carmel en plein centre de Montréal et que tout le monde est sorti de ça assez content, je dirais. Qu'est-ce que vous aimeriez que les générations actuelles et futures retiennent? Quelque chose, j'imagine, qui est très important. Pendant que j'étais conseillère dans l'opposition puis attachée politique, j'ai eu à travailler les dossiers un petit peu à la pièce, comme des dossiers. Rendue mairesse, et avec la nouvelle ville de Montréal, un de nos devoirs, c'était de faire le chapitre du plateau du plan d'urbanisme. Et pour ça, nous avons procédé avec une approche très participative. Un de mes engagements lors de ces élections, c'était vraiment donner place à la participation citoyenne. Que ce soit pour moi ou pour d'autres élus, moi, après
mes 2 mandats dans l'opposition, j'étais convaincue que là où j'ai gagné des points, où j'étais capable de livrer la marchandise, c'est quand j'étais avec mon monde, quand je n'étais pas toute seule. Je me rappelle d'une anecdote pour le parc, c'était à l'époque le parc Clark, mais où il y a eu un projet qu'on n'aimait pas, où il n'y avait pas assez d'argent. Puis il y a une citoyenne avec qui j'ai eu des contacts par courriel, mais that's it. Elle est venue au conseil, puis elle a dit à M. Bourque, M. Bourque, on trouve ça complètement inacceptable qu'il n'y a pas une sou qui est investie dans notre quartier, etc., etc. Un petit peu le discours que j'ai donné au conseil municipal. Puis lui, il a attaqué en quelque sorte en disant... Oh, bien, c'est Mme Fotopoulos qui vous a fait venir ici. Vous parlez pour elle. Elle est capable de parler toute seule. Elle n'arrête pas de parler. Puis c'était une journaliste aussi de profession, elle était à tel point insultée, outrée, qu'elle est devenue une leader comme ça se peut pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait rien à faire avec moi. Moi, je ne suis que le courroie, si vous voulez, de ce qui se passe dans le quartier, surtout quand j'étais dans l'opposition. Et bon, elle a organisé les mamans, elle a organisé des enfants, et il y a eu, puis finalement, elle a réussi de faire voter par M. Bourque tous les aménagements qu'on a eus dans ce parc, qui est maintenant le parc La Salle-de-Cella. Ces petits gestes citoyens, c'est ça qui m'a convaincue que pour se doter d'un vrai plan pour le développement et l'aménagement et la protection et la mise en valeur du plateau et bien sûr du Mile-End, il fallait qu'on travaille avec les citoyens parce que autrement, tu vas toujours avoir les critiques, tu n'as pas de consulté. Donc, on a fait une grande consultation. Mais pour faire la consultation, ça prend des enjeux. Ça prend le ciblage, si vous voulez, de sur quoi on va consulter. On a fait ça en 4 volets dans les 4 districts avec un sommet du plateau. Donc, il y avait des mercredis du plateau dans chacun des districts. Et on avait le sommet également où on a eu quelques 500 personnes, je pense, en tout, qui ont participé dans ces démarches. Mais pour déterminer des enjeux, j'ai choisi, c'était quand même mon prérogative, 12 personnes pour travailler ensemble, pour déterminer des enjeux sur lesquels tout le monde sera capable de se pencher. Et donc, Kevin Cohalan était un de ces personnes. Il y avait un paquet d'autres sages expérimentés des différents coins du quartier, des architectes, des urbanistes, des gens qui ont connu des batailles. Mais je souligne Kevin parce que c'était quelqu'un qui avait cette sensibilité pour le patrimoine, qui connaissait le patrimoine également. Et donc, c'était un des enjeux sur lequel nous sommes penchés ensemble pour faire le chapitre du plateau. Et ce qui est sorti de cet exercice, c'est ça le plus important. Ça nous a donné le pouvoir ça nous a donné des outils pour dire à nos fonctionnaires de protéger l'ensemble du territoire, de s'inspirer un petit peu des exemples que les citoyens nous ont donnés. Comment ça se fait que ça ne se passe pas comme ça dans la nouvelle ville qui avait maintenant l'expérience d'Outremont ou de Westmount ou de Ville-Mont-Royal? Comment ça se fait que chez eux, on est capable de protéger la trame urbaine? Les commentaires que j'ai eus, souvent, c'était comment ça se fait que mon voisin est capable de complètement enlever le fer forgé puis le remplacer avec de l'aluminium blanc. Ben, c'est parce qu'il n'y avait pas de règlement, il n'y avait pas d'outils pour empêcher. Et donc, ce que cette démarche de notre plan d'urbanisme nous a donné, c'est le plan d'intégration architecturale, qui est connu comme PIA. Et ce PIA, c'est un outil que le plateau a développé qui touchait tout, et pas uniquement les quelques mètres ou quelques pieds autour des bâtiments classés, cités ou reconnus. Ça veut dire que le plateau avait le même genre de statut que d'autres milieux de vie,
et comme le Vieux-Montréal ou l'arrondissement historique et naturel, que quand il y a eu le 10 millions pour la rénovation et restauration du patrimoine de Montréal, qui était alloué par le contrat avec Québec pour le plan d'action pour la culture et le patrimoine, bien, c'est le plateau Mont-Royal qui a eu quelques 60% de ces 10 millions qui passaient par des corniches, par le revêtement, par les fenêtres, par les portiques, par le fer forgé. Parce que c'est cher et pour restaurer. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de le remplacer avec n'importe quoi. Mais sauf que le cachet qu'on reconnaît sur le plateau, c'est aussi parce que ça a été rénové et restauré. C'est quelque chose qui passe un petit peu inaperçu. Ça n'a pas le même genre de visibilité que le Rialto, le Carmel ou l'église à Sainte-Chine rendue bibliothèque. Mais c'est ça qui donne des outils aux fonctionnaires qui sont là après presque tous les élus passent, pour intervenir comme sur le coin de Saint-Laurent et Avenue des Pins. C'était l'enfer, mais finalement, avec l'administration de Luc Ferrandez, ils étaient capables de poser des gestes et faire en sorte que ça se transforme, ça se restaure d'une façon juste et correcte. Et c'est ça maintenant, ça fait plus que 15 ans, oui, à peu près une quinzaine d'années, que ces outils sont là. Malheureusement, ce n'est pas à travers la Ville de Montréal que ça existe. Il y a la résistance, c'est compliqué parfois, mais ça donne des résultats de sauvegarde. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui ose parler contre les règlements. Quoique, c'est parce que tout le monde a participé aussi qui nous a aidés. Parce que vous savez, une fois qu'on vote quelque chose en vase clos, même si tu as les meilleures justifications, si le monde fait partie de cette solution, tu vas avoir des critiques. Ils vont dire, Madame la mairesse, comment ça se fait que je dois payer 2 fois plus cher ou qu'il faut que ce soit le BRIC et pas... On avait des comités citoyens, on avait des commissions citoyennes pour s'assurer que les erreurs du passé, on n'était pas pour les répéter, au moins pas dans la planification et dans la réglementation. Donc, pour moi, c'est une chose qui est peut-être, comme je dis, plus difficile à expliquer, mais c'est ça qui a aidé les projets qu'on avait par la suite. Et, je sais pas, c'est remémorer aussi et avoir la possibilité de faire, préserver, mettre en valeur, mais aussi créer le patrimoine de demain. Permettre l'insertion architecturale moderne. Tu vas dire 50 ans plus tard, « Wow, ça c'est quelque chose des années 90 ou 2000 ou 2010 qui n'est pas figé. C'est pas pour répéter ou de copier. Ça, c'est pas le patrimoine. Ça, c'est du Xerox. Et c'est pas ça qu'on a voulu avoir sur le plateau. Et c'était le consensus de tout le monde qui a participé. Collectivement, individuellement, on peut toujours trouver des lacunes, des petits bobos. Mais oui, je suis très fière d'avoir posé ces gestes qui étaient aussi un exemple pour d'autres arrondissements.